bonsoir à tous et merci d'être présents pour cette conférence Cyclope, comme celles qui sont organisées par le Centre de Saclay pour traiter de sujets aussi divers que possible et aussi divers d'ailleurs que l'est le Centre de Saclay avec toutes les thématiques qu'il traite. La salle est pleine et on accueille aujourd'hui Étienne Klein, chercheur à la direction des sciences de la matière, qui va nous parler de l'énergie, mais sous son angle préféré, peut-être, autour du mot énergie. Qu'est-ce qu'on entend par ce nom et comment on approche cette notion qu'au CEA, on traite nous aussi de plusieurs façons. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, une petite heure d'intervention et après vous pourrez poser des deux salles, je crois, les questions que vous souhaitez poser à Étienne Klein pour engager un débat. Merci et bonne soirée. Alors à mon tour de vous souhaiter une bonne soirée. Merci d'être venus si nombreux. Je ne sais pas si c'est le poulet à vélo ou Étienne Klein qui vous a fait venir en grand nombre. Alors comme je connais beaucoup mieux Étienne que le poulet, je vais plutôt vous parler d'Étienne. Donc Étienne est donc physicien nucléaire au CEA. Il est responsable d'un laboratoire de recherche qui s'appelle le LARCIM et qui a cette particularité de croiser les sciences avec d'autres disciplines qui sont plutôt rattachées aux sciences humaines. Voilà, alors ce qui est tout à fait intéressant chez Étienne, c'est que contrairement par exemple à un Descartes qui va avoir tendance finalement à mettre le monde en équation, eh bien Étienne a cette particularité de donner la vie aux équations. Donc c'est pour ça qu'on lui a demandé de venir ce soir pour vous parler d'énergie. Alors là, ce soir, on va parler d'énergie en tant que grandeur physique, parce que vous savez qu'on a un débat sur l'énergie qui s'annonce et qui va être très important cette année 2013. Et on s'est dit que pour lancer ce débat, c'est important d'abord de revenir sur les fondamentaux. Donc ce qu'est cette grandeur physique, qu'est-ce qui se cache derrière. Voilà, donc moi je vais laisser la parole à Étienne. Bonne soirée à tous. Bonsoir à tous. Donc, merci à Jacques pour sa présentation et à Marie. Comme ça a été dit à l'instant, je ne vais pas vous parler de politique ni même d'économie, mais d'interroger le concept d'énergie d'un point de vue physique simplement, puisque ça a été dit, il y a un débat sur la transition énergétique, et je pense que c'est intéressant de réfléchir à ce concept, au nom énergie, pour voir comment on peut se sortir de la situation dans laquelle nous sommes, qui, par certains égards, est assez critique, comme vous le savez. Alors, là, c'est un transparent qui rappelle le titre et qui, en fait, donne la réponse à la question. À mon avis, l'énergie, c'est d'abord les Rolling Stones. Après, on peut faire des commentaires, si vous voulez, mais à la base, c'est quand même ça. Et ceux qui ne les connaissent pas pourront assez facilement les découvrir sur YouTube. Et ça éclairera le concept mieux que n'importe quel discours. On avait droit à un peu de publicité, hein, je crois. Bon. Alors, je ne vais pas parler du débat sur la transition énergétique, mais quand même rappeler les termes du problème qui est posé. Je sors de la situation franco-française et je pose le problème à l'échelle mondiale, en rappelant quelques données qui sont incontestables. Vous pourrez retrouver ces chiffres en consultant les bonnes sources. Premier terme du problème, il y a aujourd'hui sur la Terre 1,3 milliard de personnes qui vivent sans électricité. Il y en a 2,7 milliards pour lesquels l'approvisionnement n'est pas garanti et parfois très difficile. Or, l'énergie, et c'est la courbe qui est là, est quelque chose qui détermine beaucoup d'autres ressources comme l'eau, l'éducation et la santé. Et ici, vous avez une courbe qui montre la variation de l'indice de développement humain, ce qu'on appelle l'IDH, en fonction de l'énergie consommée par habitant. Alors l'IDH, c'est un indice qui est une moyenne entre trois indicateurs différents. Un qui mesure la santé, en fait c'est l'espérance de vie qui est mesurée. Un autre qui mesure l'éducation dans un pays donné, donc ça se mesure par la durée de l'éducation moyenne dans le pays concerné, de la scolarisation, disons. Et un troisième indicateur qui est économique, c'est le PNB par habitant exprimé en parité de pouvoir d'achat. Et la courbe montre qu'au début, on a une variation à peu près linéaire, c'est-à-dire plus on consomme l'énergie et mieux ça va, et puis on atteint une saturation, au-delà de laquelle, évidemment, consommer plus ne signifie plus vivre mieux. Et la France est bien placée puisqu'elle est ici,
à une situation où son IDH est très bon, le même que celui des États-Unis, avec une consommation d'énergie qui est 2 fois moindre. Alors, une troisième donnée importante, que vous connaissez parce que justement, elle est au cœur des débats qui ont cours en ce moment, aussi bien en France qu'ailleurs. Aujourd'hui, 80% des besoins mondiaux en énergie sont couverts par les combustibles fossiles. Donc le pétrole, c'est 31%, le gaz naturel, 22%, le charbon, 27%. Et vous avez peut-être vu aujourd'hui dans la presse un certain nombre d'articles qui montrent que la proportion du charbon augmente, ce qui signifie que le charbon, pour les années qui viennent, c'est vraiment l'énergie de l'avenir, ce qui n'est pas forcément un très bon signal. Les 20% restants sont satisfaits par la biomasse, donc 8%, essentiellement le bois de chauffage et les déchets organiques, et puis le nucléaire, 5%, l'hydraulique 6%, et l'éolien et le solaire dont on parle beaucoup progressent en pourcentage, mais leur somme cumulée demeure marginale, c'est moins d'1% à l'échelle de la planète. Quatrième constat, mais vous le connaissez, c'est que la consommation d'énergie augmente extrêmement rapidement. Avant l'ère industrielle, c'était 0,25 gigatep, c'est devenu 1 gigatep, donc 4 fois plus à la fin du XIXe siècle, 2 gigatep au début du XXe, et aujourd'hui c'est 13 gigatep, donc c'est une croissance extrêmement rapide. Et enfin, le modèle actuel de développement, celui dont nous bénéficions en France et dans beaucoup de pays développés, se heurte aujourd'hui à 2 contraintes majeures. La première, c'est la raréfaction des ressources conventionnelles de pétrole et de gaz naturel, qui sont les plus faciles à exploiter. Et la seconde, c'est le réchauffement climatique, dont on parle moins, comme si on acceptait lentement que ce soit non plus un risque, mais une contrainte, quelque chose qui s'impose à nous, contre lequel nous ne pourrons pas lutter et auquel il faudra nécessairement s'adapter. Mais on a l'impression que ce n'est plus une donnée fondamentale du problème, puisque un article paru cette semaine dans Nature indiquait que les émissions de gaz carbonique dans le monde croissent à une vitesse très rapide, elles aussi. Et donc tous les protocoles qu'on a pu signer n'ont pas l'air d'avoir beaucoup d'effet sur cette pente qui paraît inexorable. Enfin, comme dans les débats on entend beaucoup de choses, il faut se rappeler que tous ceux qui vous disent qu'il y a des solutions simples à ce problème, soit sont inconscients, soit vous mentent. Il n'y a pas de technologie miracle. No silver bullet, comme on dit en anglais. Il n'y a pas de truc simple qui permettrait à ceux qui disent « il n'y a qu'à » de résoudre le problème. Et une autre façon de dire la même chose, c'est que les discours, nos discours, politiques ou autres, peuvent violer les lois physiques. Ils peuvent sans doute violer les lois de la physique, parce que la physique, les lois de la physique ne sont peut-être pas les lois physiques. Bon, les vraies lois physiques, j'entends. Donc il se peut que les discours violent les lois physiques que nous ne connaissons pas, mais la nature, elle, ne peut pas violer ses propres lois. Un prix Nobel de physique qui s'appelle Richard Feynman disait ça d'une façon, je trouve, assez élégante. Il disait « la nature ne peut pas être dupée ». Bon. Alors, j'en viens maintenant au concept énergie. Alors, comme c'est un mot grec, qu'on trouve même dans beaucoup de textes très anciens, on a l'impression que le mot énergie a toujours été utilisé dans le langage commun et a désigné ce que nous appelons aujourd'hui l'énergie. Alors, en effet, quand vous lisez Aristote, la physique d'Aristote, le mot énergie apparaît à beaucoup d'endroits. Il appelle ça la force en action. Enfin, ça se traduit par la force en action. Et il ne faudrait pas imaginer que les concepts qu'Aristote met en avant dans sa physique se retrouvent dans notre physique. Notre physique, celle qui a commencé avec Galilée, est en rupture avec la physique d'Aristote. Et tous ceux qui essaient de faire une bijection entre la physique d'aujourd'hui et ce que disait Aristote font un travail qui est en grande partie vain, puisqu'il n'y a pas de correspondance. Par exemple, chez Aristote, il y a l'énergeia, qui est la force en action, la force en acte, qui l'oppose à la dynamis, qui est la force potentielle, et puis à l'antéléchie, qui est la force de l'âme, l'énergie vitale, et tout ça a peu de correspondant dans notre façon de penser le monde aujourd'hui. Alors disons qu'en langage plus moderne, ce qu'on appelle
l'énergie, c'est quelque chose qui jauge la capacité à effectuer des transformations. Alors, effectuer des transformations, ça peut vouloir dire fournir du travail, ça peut vouloir dire donner du mouvement, modifier la température, ou bien changer l'état de la matière. Simplement, quand on utilise le mot énergie un peu à la va-vite, dans des phrases assez convenues, on s'aperçoit que ce mot est victime d'une polysémie problématique. C'est-à-dire que c'est un mot qui peut désigner aussi bien la force que la puissance, la vigueur, l'élan, le dynamisme, la volonté, la détermination, et j'en oublie beaucoup d'autres. Autrement dit, c'est une remarque de Paul Valéry, nous ne nous comprenons que parce que nous parlons vite. Et quand on met le mot énergie dans une phrase, tout va bien, on comprend le sens de la phrase, mais si on sort le mot individuellement du flux dans lequel nous l'avons embarqué, il devient mystérieux. Et donc la question qui est posée, c'est qu'est-ce que désigne exactement l'énergie? Je ne suis pas historien, j'ai fait des recherches qui sont sans doute pas assez abouties, mais la première occurrence du mot énergie, dont on pense qu'il est aussi ancien que la science, dans le domaine scientifique, il me semble, mais on pourra me contredire, que ça date de 1717. On trouve le mot dans une lettre que le mathématicien Jean Bernoulli a adressée à un jésuite, le jésuite Varignon, qui était assez célèbre à l'époque. Et dans cette lettre du 26 janvier 1717, voilà comment Jean Bernoulli définit l'énergie. L'énergie est le produit de la force appliquée à un corps par le déplacement infinitésimal subi par ce corps sous l'effet de cette force. En fait, il définit là ce qu'on appelle aujourd'hui le travail mécanique. Mais c'est une occurrence du terme, une occurrence scientifique du terme, qui va rester pendant très longtemps localisée à la seule mécanique. Elle n'a pas assez de force conceptuelle pour coloniser toute la physique. Et jusqu'au XIXe siècle, on trouve peu de textes scientifiques qui utilisent le mot énergie. Ça évolue donc au milieu du XIXe siècle quand un certain nombre d'ingénieurs font des expériences. Alors c'est vraiment une aventure extraordinaire qui a duré à peu près 40 ans, où on va finir par donner une définition conceptuelle du mot énergie, mais ça va être au prix d'efforts extrêmement importants de synthèse, de discussion, de controverses aussi. Une expérience dont on parle beaucoup, parce qu'elle a été une sorte de rupture dans l'histoire, c'est celle que Joule a effectuée en 1843. Vous voyez, il y a un dispositif qui permet à un poids de tomber ou de s'élever, et quand il s'élève, il fait tourner les pales qui sont ici. Et ce qu'a montré Joule, à partir de mesures assez précises, c'est qu'il y a une équivalence entre l'énergie potentielle du poids et la chaleur. C'est-à-dire que l'élévation de la température de l'eau correspond exactement à l'énergie qui a été transformée au cours de la chute du corps en question. Et dans la traduction que Joule, dans le compte-rendu qu'il a fait de cette expérience, il écrit ceci. L'expérience a montré que chaque fois que de la force vive est apparemment détruite, un équivalent de cette force vive est produit. Cet équivalent est la chaleur. Vous voyez qu'il ne parle pas d'énergie. On est en 1843 et il ne parle pas d'énergie. La notion de force vive, elle avait été inventée par Leibniz. En fait, c'est le produit de la masse par le carré de la vitesse. C'est mv2. Ça ne se conserve pas vraiment, mais enfin, Leibniz cherchait une conservation. Il avait inventé cette notion de force vive qui a eu un certain succès jusqu'au moment où on a fini par l'abandonner. Mais l'homme clé, en tout cas c'est mon préféré, c'est Max Planck. Max Planck qui, vous le savez, a été un des pères fondateurs de la physique quantique. C'est lui qui a découvert que les échanges d'énergie entre la matière et le rayonnement étaient quantifiés. Il a fait cette découverte en 1900. Mais un peu avant, en 1883, je crois, il avait soutenu sa thèse de doctorat sur le deuxième principe de la thermodynamique. Et quelques années plus tard, il a écrit un livre qui s'appelle « Le principe
de conservation de l'énergie. Et ce livre, en fait, faisait écho à un livre qui avait été publié en 1847 par Helmholtz, un Allemand, qui avait le même titre presque, sauf que Helmholtz avait intitulé son ouvrage « Le principe de conservation de la force ». Et le mot allemand, c'était Kraft. Mais l'énergie et la force, ce n'est pas la même chose. D'ailleurs, les dimensions de ces deux entités ne sont pas les mêmes en physique. Simplement, c'est pour vous montrer qu'à l'époque, c'était un bazar conceptuel. Et le mot énergie n'était pas employé. Les gens confondaient la force et la puissance, par exemple. Et donc, il a fallu un travail de 40 ans de clarification conceptuelle mené par des gens comme Faraday, Carnot, Joule, Mayer, Helmholtz, Thomson, Rankine, et j'en oublie, en fait, il y en a une cinquantaine. Il a fallu procéder à ce que Paul Valéry appelle un nettoyage de la situation verbale. Quand en allemand on parle de Kraft, est-ce que c'est le même mot que la même chose que quand un Anglais parle d'énergie, par exemple? Et c'est passionnant, mais je n'ai pas le temps de vous raconter tout ça. Ce que dit Planck, c'est que le concept d'énergie se définit par le fait qu'elle se conserve. Autrement dit, la propriété fondamentale de l'énergie, qui d'ailleurs lui sert de définition, est qu'elle constitue une grandeur abstraite qui se conserve. Et c'est cette caractéristique essentielle qui la définit le mieux. Et donc, Planck, c'est le premier à trouver la définition formelle de l'énergie, c'est-à-dire une quantité que l'on peut associer à tout système physique, qui est fonction des différents paramètres caractérisant l'état de ce système. Elle dépend des positions, évidemment, des vitesses, des interactions mutuelles entre les constituants de ce système, et sa propriété vraiment fondamentale, il n'y en a pas d'autre en fait, c'est qu'elle reste constante au cours du temps lorsque le système est isolé. Donc là, je vous montre un tableau un peu compliqué à lire, qu'on n'aurait pas pu représenter au XIXe siècle, mais ce qui a favorisé cette clarification faite par Planck, c'est qu'au XIXe siècle, on s'est rendu compte que différentes choses pouvaient se transformer les unes dans les autres. Par exemple, une énergie chimique pouvait devenir une énergie électrique. On ne parlait pas d'énergie, mais c'était ça. Avec une pile, on peut faire du courant. On pouvait faire l'inverse, transformer de l'électricité en énergie chimique, c'est l'électrolyse. Pareil pour l'énergie magnétique, comme on dirait aujourd'hui, et l'énergie mécanique. En fait, les gens avaient une conception substantielle des choses. Il y avait le magnétique, l'électricité, la lumière, le calorifique ou le phlogistique, comme on l'appelait. Et il a fallu observer toutes sortes de transitions entre ces différentes substances pour concevoir une entité qui, au cours de ces transitions, restait constante. Alors, j'ai écouté la radio ces derniers jours à propos de ce débat sur la transition énergétique en France, et j'ai vu que beaucoup de journalistes confondent l'énergie et la puissance, comme Helmholtz au XIXe siècle. Et donc, il ne faut surtout pas les confondre, pardon. Par exemple, moi, j'ai interrogé mes voisins dans mon immeuble. Et alors, je leur ai demandé quel est, d'après vous, le symbole de l'énergie chimique. Et ils m'ont tous répondu le TNT. D'accord ? Alors, le TNT, qui est un explosif, 1 kilo de TNT contient 10 fois moins d'énergie qu'1 kilo de pétrole. Donc, ces gens qui confondent le TNT et le pétrole, ou qui pensent que le TNT a plus d'énergie que le pétrole, confondent l'énergie et la puissance. Le TNT a très peu d'énergie. Par contre, il est capable de la délivrer rapidement puisqu'il explose au contact de l'air. Le pétrole, lui, il brûle lentement. Il a beaucoup d'énergie, mais il la disperse lentement. Et donc, la puissance, ce n'est pas l'énergie, ce n'est pas du tout la même chose. La puissance, c'est le débit de l'énergie, c'est-à-dire le rythme auquel elle se trouve délivrée. Et plus précisément, la puissance est la quantité d'énergie par unité de temps fournie par un système à un autre. Et en conséquence, deux systèmes de puissance différentes, deux cafetières par exemple de puissance différentes, pourront fournir le même travail, mais le système le plus puissant fournira ce travail plus rapidement que le système le moins puissant. Et donc, d'un point de vue mathématique, cette fois,
la puissance est toujours égale, quel que soit le secteur auquel on s'intéresse, au produit d'une grandeur d'effort. Alors l'effort, ça peut être une force, un couple, une pression, une tension, par une grandeur de flux, qui peut être une vitesse angulaire, un débit, une intensité, etc. Et alors que l'énergie se mesure en joules, la puissance se mesure en watts. Mais un certain nombre de physiciens qui s'intéressent à l'énergie proposent, pour pouvoir faire des comparaisons et pour pouvoir faire des analogies qui sont un peu plus pédagogiques, d'utiliser non pas le watt comme unité de puissance, mais le nombre de kilowattheures par jour. Kilowattheure, c'est donc kilowatt, c'est une puissance, multiplié par des heures, ça fait une énergie, divisé par un temps, par une journée, ça fait encore une puissance. Et ils ont introduit la notion d'esclave énergétique. Alors d'où est-ce que ça vient? C'est qu'un corps humain au repos consomme 100 watts. Il y a 30 watts pour le cerveau et le reste pour le reste du corps. Alors 100 watts 24 heures sur 24, ça fait, vous ferez le calcul vous-même, ça fait une puissance de 2,4 kilowatts par jour. Ça, c'est l'énergie que vous consommez rapportée à la journée que vous passez, qui vous permet de vivre en bonne santé. Mais dans le même temps, vous allez rouler en voiture, vous chauffer et faire toutes sortes de choses qui vont faire que votre consommation énergétique ou la puissance que vous allez, ou l'énergie que vous allez consommer en une journée sera beaucoup plus élevée que cette quantité qui vous permet simplement de vivre en bonne santé au repos. Et donc, si vous lisez, vous faites le calcul de la quantité totale d'énergie en kilowattheure que vous avez consommée pendant une journée donnée, vous allez voir de combien elle excède l'énergie que vous avez consommée simplement pour survivre. Et vous allez donc compter en nombre d'esclaves énergétiques l'énergie que vous ont fournie dans la journée toutes sortes de machines et d'instruments que vous avez utilisés pour votre confort. Par exemple, si vous avez utilisé pour vous éclairer une ampoule de 40 watts qui est restée allumée pendant 24 heures, pendant toute la journée, eh bien, ça correspond à 1 kWh d'énergie par jour. Et 1 kWh d'énergie par jour, ça correspond à peu près à un demi-esclave. Hein, si quelqu'un avait dû, je ne sais pas, pédaler pour faire ce courant, il aurait fallu en fait une demi-personne pendant la journée pour délivrer cette puissance qui alimente votre ampoule. Maintenant, si comme moi, vous faites tous les jours 50 km en voiture, alors j'ai pris pour une voiture une consommation moyenne, c'est-à-dire 8,5 litres pour 100 km, en imaginant qu'un litre d'essence peut libérer 7 kWh, qui est le chiffre qu'on trouve dans les littératures, et bien vous ferez le calcul et vous verrez que pour faire 50 km par jour, cela représente une dépense, une consommation de 40 kWh par jour, ce qui représente 17 esclaves énergétiques. C'est comme si 17 personnes virtuelles travaillaient avec leur corps pour vous permettre de faire 50 km de voiture par jour. Alors, le calcul qui a été fait par différents experts vous montre qu'un Français moyen, aujourd'hui, a plus de 150 esclaves à sa disposition. Et c'est le pétrole qui a permis ça. Vous trouvez même des livres d'histoire qui montrent qu'on a aboli l'esclavage, non pas parce qu'il y avait des idées progressistes qui militaient pour qu'on l'abolisse, mais parce qu'on a découvert le pétrole. C'était plus rentable de nourrir des esclaves. Alors, une autre grandeur fondamentale, dont j'ai déjà donné le nom, qui est l'entropie, intervient évidemment quand on s'intéresse aux questions d'énergie. Il y a plusieurs façons de définir l'entropie. Je vais en donner simplement deux. La première définition, c'est de dire que c'est une grandeur qui caractérise la capacité d'un système physique à évoluer spontanément.
En fait, plus l'entropie d'un système est faible, et plus le système évoluera spontanément. Et le deuxième principe de la thermodynamique, que vous avez sans doute étudié, vous dit qu'un système fermé perd de sa capacité à évoluer à mesure qu'il évolue. Autrement dit, plus un système évolue, moins il est capable d'évoluer davantage. Une autre façon de définir l'entropie, c'est de dire qu'elle mesure la qualité de l'énergie disponible au sein d'un système. Au cours de ces transformations, l'énergie d'une certaine façon se dégrade. Par exemple, une énergie de bonne qualité, c'est une énergie qui est bien ordonnée, comme l'électricité par exemple. C'est-à-dire une énergie qui a une faible entropie. C'est aussi l'énergie d'une chute d'eau, parce que dans une chute d'eau, toutes les molécules tombent sous l'effet de la gravité, donc il y a une certaine forme d'ordre associé à ce système. Et une fois qu'elles sont au bas de la chute, les molécules ont perdu cet ordonnancement vertical qui était dû à la pesanteur, et la qualité de l'énergie qui leur est associée se dégrade, au sens où l'énergie au bas de la chute est moins facilement utilisable que l'énergie en haut de la chute. Et si on comprend tout cela, on arrive à la conclusion que la notion même de chaleur disparaît à l'échelle microscopique, c'est-à-dire à l'échelle des atomes, au sens où elle n'est qu'une partie désordonnée de l'énergie mécanique totale. Alors, j'ai été beaucoup trop vite, mais j'en ai sans doute suffisamment dit pour que vous compreniez déjà que dans le débat sur la transition énergétique, il y a des mots qui sont d'une certaine façon plombés. Par exemple, on parle de production d'énergie. Bon. Et mes voisins que j'ai interrogés pensent en majorité que nous aurons de l'énergie tant qu'il y aura des gens dont le métier est de produire de l'énergie. Évidemment, c'est faux. Nous aurons de l'énergie tant qu'il y aura de l'énergie. Ce qui veut dire que puisque l'énergie se conserve, personne ne peut produire d'énergie. Il n'y a pas de production d'énergie. Et donc, quand on dit consommer de l'énergie, par exemple, quand on dit consommer la totalité d'un kilojoule, 1000 joules d'énergie, ce qu'on fait, c'est qu'en réalité, on prend un kilojoule d'énergie sous une forme de faible entropie, par exemple de l'électricité, et on la convertit en une quantité exactement égale d'énergie. Donc on a 1 kilojoule au début et 1 kilojoule à la fin. Simplement, à la fin, on a une autre forme qui possède en général une entropie plus grande qu'au départ. C'est de l'air chaud, de l'eau chaude, etc. Autrement dit, consommer de l'énergie, c'est simplement dégrader la qualité de l'énergie, c'est-à-dire augmenter l'entropie du système que vous avez utilisé pour en extraire de l'énergie. Par exemple, brûler du pétrole, c'est défaire les relations très particulières qu'il y a entre les atomes de carbone dans le pétrole, qui fait que le pétrole a beaucoup d'énergie. On brûle tout ça, et ça crée de l'entropie. On a la même énergie à la fin qu'au début, on a simplement rendu cette énergie moins facilement utilisable. Autre information qu'on peut tirer de ce que j'ai dit, c'est qu'il n'existe pas d'énergie renouvelable. Voilà. Ben oui, il n'y a pas d'énergie renouvelable. Ce qui est renouvelable, c'est le mécanisme physique à partir duquel on peut consommer de l'énergie, c'est-à-dire la dégrader. Mais une fois qu'elle est dégradée, elle est dégradée. Donc en tant qu'énergie consommée, elle n'est pas renouvelable. Les seules choses qu'on puisse faire, c'est soit changer la forme que prend l'énergie, soit transférer de l'énergie d'un système qui en a à un autre système. C'est tout ce qu'on peut faire. Alors, il y a une mathématicienne allemande, Emmy Noether. J'ai mis sa photo parce que mon professeur de physique pensait que c'était un homme. Il nous avait... Non, mais sur la photo, il pensait que
il n'y avait que les hommes qui faisaient de la physique, et il nous enseignait le théorème de Noether, qui a été énoncé en 1918 comme étant un théorème découvert par un physicien. En fait, c'est une dame qui s'appelait Emmy Noether, qui a écrit un papier absolument extraordinaire en 1918, dans lequel elle démontre, c'est pas très dur d'ailleurs à démontrer, que la conservation de l'énergie, qui est fondatrice, comme je l'ai dit, pour définir l'énergie, est simplement une conséquence de l'invariance des lois physiques par translation du temps. C'est une façon un peu compliquée de dire qu'un des postulats de la physique, c'est que les lois physiques ne changent pas au cours du temps. Et d'ailleurs, ceux d'entre vous qui ont fait un peu de physique, y compris en terminale, savent que quand on met le paramètre t dans une équation de physique, le paramètre t ne dépend pas de t. Ce qui sous-entend que la validité de l'équation est censée être vraie à tous les instants du temps. D'accord ? Donc les lois physiques ne changent pas à mesure que le temps passe. Ça peut paraître absurde puisque nous savons aujourd'hui que l'univers est en évolution. Donc l'univers n'a pas toujours été comme nous voyons qu'il est. Et donc si l'univers évolue, c'est sans doute que les lois physiques évoluent au cours du temps. Et faire cette conclusion, c'est justement se tromper. Ça a été un gros débat au début du XXe siècle, à l'issue duquel on a compris que certes l'univers évolue, mais les lois physiques de l'univers n'évoluent pas. Autrement dit, ce qui évolue, ce ne sont pas les lois physiques, mais les conditions physiques. Dans le passé, l'univers était plus chaud, plus dense, l'univers observable était plus petit, mais les lois physiques étaient les mêmes qu'aujourd'hui. Autrement dit, si vous faites une expérience de physique aujourd'hui, vous obtiendrez un résultat qui est le même que si vous avez fait la même expérience dans 10 000 ans ou il y a 1 milliard d'années. Et ça, c'est quelque chose qui est évidemment très utilisé en physique, puisque vous avez entendu parler de la découverte du boson de Higgs il y a quelques mois. En fait, on fait des collisions de particules, des protons en l'occurrence, au CERN, qui vont recréer dans un tout petit volume, pendant un temps très court, les conditions physiques du passé. Donc très forte densité, très forte température. Et comme les lois physiques de l'époque sont les mêmes que celles d'aujourd'hui, cette collision va recréer les phénomènes physiques de l'univers primordial. On va recréer dans le présent les conditions physiques du passé. Dans l'univers, il n'y a plus de bosons de Higgs. Ils sont tous flappis dans le vide quantique, sans énergie. Mais si on dépose dans le vide quantique suffisamment d'énergie pour que leur énergie de masse leur soit fournie par l'énergie de la collision, ils vont sortir du vide et on va les détecter. Donc cette invariance des lois physiques, elle permet de recréer dans le présent les conditions physiques de l'univers primordial. Et donc c'est ce qui est très utile pour faire de la cosmologie. Alors Emmy Noether a fait cette découverte en 1918, à une époque où on ne connaissait pas encore l'équation de Schrödinger, qui est là, que j'ai réécrite sous une forme un peu aménagée. Là, ça vous donne, c'est juste pour les professionnels qui sont dans la salle, la variation de la fonction d'onde d'un système entre l'instant t plus dt et l'instant t. Là, c'est le hamiltonien, qui est l'opérateur associé à l'énergie en mécanique quantique, divisé par IH bar. H bar, c'est la constante de Planck divisée par 2. Et les professionnels voient que cette équation montre que l'hamiltonien est le générateur infinitésimal des translations dans le temps. D'accord ? Et ça, il suffit que je dise ça pour que la conservation de l'énergie vous apparaisse comme étant une conséquence de l'invariance des lois physiques par translation du temps. Je ne peux pas vous le démontrer parce que ça va ennuyer la plupart d'entre vous, mais on peut démontrer la réciproque. C'est-à-dire, si les lois physiques variaient, l'énergie ne serait pas conservée. Par exemple, imaginez que la loi de la gravitation varie au cours du temps, que la constante G de Newton que vous avez vue à l'école varie de façon périodique. Imaginons par exemple que la constante de gravitation soit plus élevée à midi qu'à minuit, et qu'elle ait une période comme ça de 24 heures. Si c'était le cas, qu'est-ce que vous feriez ? Elle est plus élevée à midi qu'à minuit. Donc à minuit, je prends n'importe quel objet massif et je le monte au sommet de l'immeuble. Ça me coûte un certain travail. Bon. Je reste là-haut, je fais une sieste. Et à midi, quand la gravité est plus forte, je laisse tomber cette masse.
Et l'énergie que je vais récupérer du fait qu'elle tombe, puisque la gravité est plus grande, sera plus grande que l'énergie que j'ai dépensée pour monter la charge. Vous voyez que si les lois physiques variaient au cours du temps, on pourrait créer de l'énergie à partir de rien. Et comme ça n'est pas vrai, il faut faire un débat sur la transition énergétique. Alors, petite anecdote pour les femmes de l'assistance. Amy Noether était donc une femme. Et en 1915, elle a postulé pour être professeure à l'université allemande de Göttingen. Et la plupart des philosophes et des historiens s'y sont opposés en disant « Que penseront nos soldats quand ils reviendront à l'université et verront qu'ils doivent apprendre au pied d'une femme ?» Et heureusement, elle a pu entrer à l'université grâce à l'intervention de Félix Klein, mathématicien, et de David Hilbert, qui ont simplement dit « Je ne vois pas pourquoi le sexe de la candidate devrait être un argument contre son admission. Après tout, nous sommes une université, pas des bains publics. » Alors, pour vous montrer à quel point cette loi de conservation de l'énergie, c'est vraiment fondamental, je vous raconte une anecdote historique. On remonte aux années 30. Dans les années 30, on a bien compris ce qu'est la radioactivité bêta. La radioactivité bêta, on n'avait pas découvert le neutron, mais il était dans les esprits, disons. C'est un mécanisme par lequel un noyau d'atome qui contient trop de neutrons va devoir augmenter sa stabilité en transformant l'un de ces neutrons en proton, avec émission d'un électron. Et donc ce qu'on voit, c'est un noyau d'atome, par exemple du potassium 40, qui a un peu trop de neutrons, qui va se transformer en calcium 40. Un neutron devient un proton, et ce qu'on voit, c'est un électron qui sort du noyau. Les gens font des calculs et supposent que dans cette désintégration d'un neutron en deux corps, l'énergie est conservée. L'énergie totale, hein, donc l'énergie cinétique plus l'énergie de masse des particules en question. Et ce qu'il prévoit, c'est que si l'énergie est conservée dans cette opération, eh bien, l'énergie de l'électron qui est émis doit être toujours la même. En fait, l'énergie de l'électron ne dépend que des masses des trois particules mises en jeu. Donc elle dépend de la masse du neutron, qui est fixe, celle du proton, celle de l'électron. Et donc, normalement, tous les électrons émis par radioactivité bêta devraient avoir la même énergie. Des physiciens commencent à mesurer l'énergie de l'électron, s'attendent à mesurer un pic de Dirac comme ça. C'est Lise Meitner, une physicienne allemande, qui fait la plupart du travail, la plus grosse partie du travail, et ils observent ça. C'est-à-dire qu'ils observent qu'il y a des électrons d'à peu près n'importe quelle énergie entre 0 et la valeur qui avait été calculée. Et c'est devenu un problème énorme qu'on a appelé le puzzle de la radioactivité bêta. Et la plupart des physiciens, Niels Bohr le premier, l'un des grands physiciens de l'époque, qui était un des pères fondateurs de la mécanique quantique, ont dit, puisque c'est comme ça, il faut abandonner la conservation de l'énergie. Puisqu'on a pris comme hypothèse qu'elle se conservait pour aboutir à cette conclusion n'est pas confirmée par l'expérience, et donc il faut renoncer à l'hypothèse. Et donc ils étaient prêts à changer la loi. Il y a un texte célèbre de Niels Bohr qui dit l'énergie n'est pas conservée à l'échelle microscopique, elle est conservée à notre échelle, mais à l'échelle des atomes et des particules, elle n'est pas conservée. Niels Bohr ne connaissait pas le théorème de Noether. Donc il ne savait pas que renoncer à la conservation de l'énergie, c'était renoncer à l'invariance des lois physiques par translation du temps, c'est-à-dire c'était renoncer à la physique. Mais heureusement, Wolfgang Pauli, qui traversait une très mauvaise passe, il venait de se marier à une danseuse qu'il avait quittée aussitôt pour un chimiste. Et pour un physicien théoricien, c'est quand même une épreuve. Et donc, il a écrit une lettre à Carl Gustav Jung, qui habitait la même ville que lui, c'est-à-dire Zurich, en lisant « Cher professeur, ma femme m'a quitté pour un chimiste. Si elle m'avait quitté pour un matador, j'aurais pu faire quelque chose, mais un chimiste, que faire ?» Bon. Et donc, il est devenu alcoolique, drogué, etc. Et il a eu un flash le 5 décembre 1930 à propos de la radioactivité bêta. Il s'est dit, mais on n'a qu'à supposer que les équations de la physique sont les bonnes.
C'est-à-dire que l'énergie est bien conservée dans l'affaire. Mais qu'au lieu que la désintégration se fasse en 2 particules, elle se fasse en 3. En fait, il y a une 3e particule qui est émise, qu'on ne détecte pas, mais qui emporte l'énergie manquante. Donc il écrit une lettre, je vous laisserai, vous pouvez la lire, mais visiblement il est en état d'ébriété. C'est une lettre qui est adressée à des physiciens qui sont réunis autour de Lise Meitner en Allemagne, chers messieurs et dames radioactifs, etc. Il commence par parler de l'augmentation des impôts, etc. Puis là, il émet une hypothèse pour résoudre le problème de la radioactivité bêta, possibilité d'existence dans les noyaux de particules neutres de spin ennemis, obéissant au principe d'exclusion, mais différentes des photons en ce qu'elles ne se déplacent pas à la vitesse de la lumière. Ainsi, cher peuple radioactif, etc. Je ne peux pas venir vous rejoindre parce que je suis attendu à un bal, etc. Bon. Et 25 ans plus tard, grâce à la mise en service du premier réacteur nucléaire américain, 2 physiciens, Rennes et Cowan, découvrent la particule, la 3e qui est émise. En fait, personne n'a pris au sérieux Paoli, sauf un physicien italien qui s'appelle Enrico Fermi, qui a baptisé cette particule comme étant le neutrino, qui en italien veut dire le petit du neutron. Donc en fait, la radioactivité bêta se fait non pas en 2 corps, mais en 3 corps. Et cette idée n'a pu être avancée qu'en vertu du principe de conservation de l'énergie. Donc là, il y a les 2 télégrammes qui ont été échangés le même jour, là, le 14 juin 1956. Cowan et Rennes, qui étaient tout jeunes, nous sommes très heureux de vous annoncer que nous sommes parvenus à détecter des neutrinos émis par des fragments de fission. Et Paoli répond « Merci pour le message, tout vient à point, à qui c'est attendre ?» 25 ans, c'est quand même beaucoup. C'est un record qui a été battu récemment par le Higgs, le boson de Higgs, qui était prédit en 1964 et découvert en 2012. 48 ans d'attente. Enfin, le vrai record, c'est les atomes. Hein. Démocrite, 5 siècles avant Jésus-Christ. Bon, c'est un record imbattable. Évidemment, quand on parle d'énergie, on doit aussi parler d'Einstein et de l'équation E égale mc2. Je me rends compte qu'il faut que j'accélère là. Donc là, c'est une note qu'il a écrite en 1912, parce que l'écriture que nous connaissons, E égale mc2, elle n'apparaît qu'en 1912. Avant, Einstein utilise d'autres notations, mais peu importe. La question, c'est qu'est-ce que veut dire cette formule? Alors, il y a eu 4 papiers d'Einstein la même année, qu'on appelle l'année miraculeuse, parce qu'il a écrit 4 papiers géniaux sur 4 sujets complètement différents. Il y en a un, par exemple, dans lequel il fait l'hypothèse que la lumière, contrairement à ce qu'on pensait à l'époque, n'est pas ondulatoire. Parce que si on suppose que la lumière est ondulatoire, il y a certains phénomènes physiques, comme l'effet photoélectrique, dont certaines propriétés ne sont pas explicables. Et donc il dit la lumière, ce n'est pas purement ondulatoire. Il doit y avoir dans la lumière des corpuscules, qu'on appellera plus tard des photons, qui sont des espèces de quantas de lumière. Mais il suffit qu'on dise ça pour que l'éther, vous savez, l'éther luminifère, auquel on croyait au XIXe siècle, que les gens pensaient que la lumière, c'était une onde. Une onde, elle se propage en faisant vibrer quelque chose du milieu dans lequel elle se propage. Et donc, les gens avaient inventé l'idée d'un éther luminifère, qui est cette chose qui vibre au passage de la lumière. Mais si la lumière n'est pas ondulatoire, peut-être qu'il y a besoin d'éther. Et ça amène Einstein à un autre article incroyable, qui est celui du 30 juin, dans lequel il développe la théorie de la relativité, en commençant par proclamer la mort de l'éther. L'éther n'existe pas, donc la lumière se propage dans le vide. Et si elle se propage dans le vide, ça a toutes sortes de conséquences pour l'espace et le temps. Et Einstein écrit là ce qu'on appellera par la suite la théorie de la relativité restreinte, qui est la théorie cadre de l'espace-temps, y compris aujourd'hui, pour décrire les interactions fondamentales. Il part en vacances, et pendant les vacances, il y a une question qui le turlupine, c'est qu'il essaie de voir quelles sont les implications de cet article. Et il imagine un métal qu'on chauffe. Un métal qu'on chauffe, il émet de la lumière infrarouge, s'il a basse température. En tout cas, quand on chauffe un corps, il émet du rayonnement. Et Einstein essaie de décrire cette situation à partir
du cadre conceptuel qu'il a élaboré dans l'article de juin 1905, c'est-à-dire dans sa théorie de la relativité. Et il voit que si un corps émet de la lumière, qui n'a pas de masse, la lumière n'a pas de masse. Donc un corps qui émet de la lumière qui n'a pas de masse, normalement, ne devrait pas perdre de masse. Mais il montre que, non, en relativité, un corps qui émet de la lumière qui n'a pas de masse perd de la masse du seul fait qu'il émet de l'énergie. Et quand il fait son calcul, qui fait 1 page et demie, ça c'est en fait, c'est pas vraiment un article, c'est une annexe de l'article de juin, c'est 1 page et demie de calcul. Le C qu'il obtient dans sa formule E égale MC2, ça vient simplement du fait qu'il a modélisé une onde électromagnétique avec un C dedans, une onde plane. Le C vient de là. D'ailleurs, il n'est sans doute pas le premier à avoir écrit E égale MC2, mais le premier à avoir dit que ce calcul qu'il a fait en supposant que le corps en question perdait de l'énergie sous forme électromagnétique, cette formule resterait vraie, même si le mécanisme par lequel le corps perd de l'énergie n'était pas électromagnétique. Autrement dit, même quand le corps perd de l'énergie autrement qu'en émettant de la lumière, il y a encore E égale MC2. Il dit ça en une phrase. Et il conclut en disant « Les sels de radium récemment découverts par Madame Curie pourraient en fournir la preuve. » Et c'est effectivement ce qui va se passer. Et donc, voilà, il montre que la vitesse de la lumière, c'est plus en physique la vitesse d'un phénomène physique particulier qui s'appelle la lumière. La vitesse de la lumière devient une constante fondamentale de la physique qu'on retrouve dans la description de tous les phénomènes, y compris les phénomènes qui ne mettent pas en jeu la lumière. Alors, il faut que j'aille un peu plus vite, mais je regarde là rapidement les conséquences de cette formule. Premièrement, un corps massif se voit doté d'une énergie de masse, comme on l'appelle, du seul fait qu'il a une masse. Même si le corps est à 0 Kelvin, même s'il est immobile, il a de l'énergie du seul fait qu'il a une masse. Et cette masse est en général beaucoup plus grande que cette énergie de masse que l'énergie que nous pouvons lui communiquer en le chauffant ou en l'accélérant. Maintenant, si vous faites un calcul, vous voyez qu'un gramme de n'importe quoi, de beurre, d'épinards, d'uranium, ça représente 90 000 milliards de joules. D'accord ? 90 000 milliards de joules, je peux vous dire que c'est beaucoup plus que toute l'énergie que vous consommez en une vie entière, par l'alimentation. Donc la question que je vous pose et à laquelle je me refuse à répondre, c'est pourquoi nous mangeons autant. D'accord ? Alors qu'on devrait pouvoir vivre une vie entière en consommant moins d'1 microgramme de nourriture. Autre façon d'illustrer l'ordre de grandeur dont je parle, c'est que l'énergie de masse d'un moustique, donc le MC2 d'un moustique, est égale à l'énergie cinétique d'un Airbus qui volerait à 10 000 km par seconde. Donc il y a vraiment beaucoup d'énergie autour de nous. Une autre conséquence de E égale MC2, c'est que vous avez ce qu'on appelle l'inertie en physique. L'inertie, ça mesure la difficulté qu'il y a à modifier le mouvement d'un corps. Donc ça mesure la difficulté qu'il y a à mettre un corps en mouvement s'il est immobile ou à changer sa vitesse s'il est en mouvement. Et on a tous appris à l'école que l'inertie, c'est la masse. On mesure l'inertie d'un corps par sa masse. Plus un corps est massif et plus il est difficile de changer son mouvement. Einstein montre que c'est faux, que l'inertie d'un corps, en fait, c'est son énergie totale divisée par C au carré. Donc si le corps est immobile, son énergie totale, c'est MC2. MC2 divisé par C2, ça fait M, et on retrouve l'égalité newtonienne entre l'inertie et la masse. Mais maintenant, si vous accélérez le corps, si vous lui donnez de la vitesse, son énergie totale, ça sera son énergie au repos, MC2, plus son énergie cinétique, celle qui lui vient de son mouvement. Et donc, E sur C2 deviendra plus grand que la masse. Et donc, l'inertie d'un corps va augmenter avec sa vitesse. Et donc, plus il ira vite,
et plus il sera difficile de le faire aller plus vite. Arrivera un moment où vous atteindrez une vitesse limite. Vous pourrez toujours augmenter l'énergie de la particule, par exemple, donc son inertie, qui deviendra tellement grande qu'en augmentant l'énergie de la particule, vous n'augmenterez plus sa vitesse. C'est pour ça que la vitesse de la lumière est une vitesse limite. Quand on accélère des particules, on peut assez facilement les amener à des vitesses qui sont proches de celles de la lumière. Et puis à un moment, on ne peut plus augmenter que leur énergie sans jamais changer leur vitesse. Donc cette formule, si vous voulez, E égale mc2, elle contient l'idée, quand on la travaille un peu, que la vitesse de la lumière est une vitesse limite. Maintenant, il y a des situations permises par cette formule dans lesquelles de la masse peut se transformer en énergie. En fait, E égale mc2, on l'associe toujours à la bombe atomique. En fait, c'est une formule universelle, absolument universelle. Si je laisse tomber un crayon, en le laissant tomber, j'augmente son énergie, je modifie son inertie. Pas besoin de faire des bombes. La vérité, c'est que dans les bombes, ça se voit plus. Alors que dans l'expérience courante, ça se voit pas. L'augmentation de l'inertie de mon crayon est tellement faible que je ne peux pas la mesurer. En revanche, si j'utilise des forces nucléaires, des interactions nucléaires, je peux transformer de la masse directement en énergie. En fait, il y a deux façons de faire. Soit vous prenez des noyaux légers, deutérium ou tritium, vous les faites fusionner, ça va donner de l'hélium 5 qui va donner de l'hélium 4 avec émission d'un neutron. Et si vous calculez la masse totale de l'hélium 4 et du neutron, vous verrez qu'elle est plus faible que la masse totale du deutérium et du tritium qui étaient là au départ. Et la différence de masse, c'est de l'énergie pure qui en fait est transférée sous forme d'énergie cinétique aux neutrons et à l'hélium, qui vont donc pouvoir chauffer de l'eau ou faire quelque chose. En tout cas, vous avez transformé de la masse en énergie cinétique, qui ensuite va devenir de la chaleur et peut-être du courant électrique. Si au contraire, vous prenez des noyaux très lourds comme l'uranium, s'ils sont percutés par un neutron, ils peuvent se couper en deux noyaux plus petits, avec émission d'autres neutrons qui vont pouvoir eux aussi cogner d'autres noyaux d'uranium et provoquer ainsi ce qu'on appelle une réaction en chaîne. Et le point important, c'est que la somme des masses ici sera inférieure à la masse du système initial, et là encore, une partie de la masse se sera transformée en énergie, c'est ce qu'on appelle l'énergie nucléaire. Une autre conséquence de la formule E égale mc2, ça c'est un cliché qui montre une collision de deux particules. Vous avez une particule qui arrive comme ça, une autre qui arrive comme ça, collision et création de centaines, voire de milliers de nouvelles particules. Si vous mesurez la masse de toutes les particules qui sont apparues dans la collision ou à l'issue de la collision, vous allez trouver une valeur des milliers de fois plus grande que la masse des deux particules incidentes qui sont entrées en collision. Autrement dit, cette expérience a créé de la masse. Elle a même créé beaucoup de masse. Bon, des professeurs apprennent à mon fils que la masse se conserve. Voilà, c'est faux. La masse ne se conserve pas du tout. En tout cas, pas à l'échelle des particules. En fait, ce qui se passe là, c'est que l'énergie cinétique liée au mouvement des particules incidentes s'est transformée directement en particules. Donc, c'est un phénomène qu'aucun philosophe n'avait prédit, puisque vous avez une situation dans laquelle une propriété d'un objet, en l'occurrence la vitesse d'une particule, est capable de devenir un autre objet. C'est comme si je vous disais que la hauteur de la tour Eiffel peut devenir la tour Montparnasse. La propriété d'un objet peut devenir un objet. La vitesse d'une particule peut devenir une particule. Je vous laisse réfléchir là-dessus, mais vous avez des têtes bizarres. Autre chose intéressante, un physicien anglais qui s'appelle Paul Dirac, en 1928, écrit une équation qui s'appelle l'équation de Dirac, grâce à laquelle il prédit l'existence des antiparticules. Il y a des particules qui ont la même masse que les particules que nous connaissons, mais qui ont des charges électriques, par exemple, opposées. Et ces antiparticules ont été découverts à partir de 1932 dans le rayonnement cosmique, et ensuite grâce à des collisions de particules dans des accélérateurs. Et le point important, c'est que quand on fait une collision entre une particule et une antiparticule, et ça c'est un cliché du LEP, le LEP c'était la machine installée au CERN avant le LHC, il y avait un électron qui arrivait comme ceci, un positron, son antiparticule, qui arrivait dans l'autre sens,
Et en fait, toute l'énergie des deux particules, y compris l'énergie de masse, devenait de l'énergie pure, qui ensuite se matérialisait en de nouvelles particules. Là, par exemple, vous avez ce qu'on appelle des jets, qui sont issus de la matérialisation de l'énergie issue de l'annihilation d'une particule avec son antiparticule. Vous voyez que cette formule de EGA-MC2, elle permet d'expliquer beaucoup de phénomènes, d'autant plus que la vraie formule, c'est celle-là. Ça, c'est la formule générale, c'est le carré d'énergie d'une particule, qui est égal à M2C4 plus P2C2, P c'est l'impulsion. Vous voyez que si la particule est au repos, son impulsion est nulle, et donc vous avez E2 égale M2C4, ce qui vous donne E égale MC2, c'est la formule habituelle. Mais si elle n'est pas au repos, vous devez ajouter l'impulsion, et c'est une formule intéressante parce qu'elle rend possible l'existence de particules de masse nulle. Une particule peut ne pas avoir de masse, mais avoir de l'énergie. Il suffit que son impulsion soit non nulle. Ce qui est le cas, par exemple, pour les photons, qui n'ont pas de masse, mais qui ont de l'énergie. Simplement, si ces particules existent, donc des particules qui n'ont pas de masse, elles ne peuvent pas connaître le repos. Elles sont obligées d'aller à la vitesse de la lumière, ce qui est évidemment le cas pour la lumière, mais ce qui serait le cas aussi pour n'importe quelle autre particule qui ne serait pas de lumière, mais qui aurait une masse nulle. Okay, c'est des particules dont on peut changer l'énergie, mais on ne peut pas changer leur vitesse. Alors, ce qui est marrant, c'est que la relativité rend possible l'existence de particules de masse nulle, mais dans les années 60, on va découvrir en physique des particules que si on fait confiance aux équations de la physique des particules, ce qu'on appellera plus tard le modèle standard de la physique des particules, il serait assez naturel qu'en fait, toutes les particules aient une masse nulle. Ce qui n'est pas du tout ce qu'on observe. L'électron a une masse non nulle, les quarks ont une masse non nulle, le neutrino a une masse non nulle. Et donc, il a fallu expliquer pourquoi, alors que les équations disent ou impliquent que la masse des particules devait être nulle, pourquoi nous observons que la plupart des particules de matière ont une masse non nulle. Et ça va se traduire par des bouleversements conceptuels considérables, où des gens, dans les années 60, vont faire l'hypothèse que, contrairement à ce qu'on apprend à l'école, la masse d'une particule n'est pas une propriété intrinsèque de la particule. Ce n'est pas une propriété primitive. C'est en réalité une propriété secondaire. Ces gens ont fait confiance aux équations. Ils ont dit, les équations nous disent que les particules n'ont pas de masse. Elles ont raison. Les particules élémentaires n'ont pas de masse. Mais alors d'où vient que nous pensons qu'elles ont une masse? Ça vient du fait que nous avons mal compris ce qu'est la masse. Et ils ont suggéré qu'en fait, la masse des particules élémentaires résulte d'une interaction des particules élémentaires sans masse avec le vide, qui du coup n'est pas vide. Dedans, il y a un champ qu'on appelle le champ de Higgs, qui va donner son nom au boson de Higgs. Et l'idée, c'est que les particules sans masse interagissent avec ce champ, plus ou moins fortement. Et plus l'interaction en question est forte, et plus la particule sera ralentie, auquel cas nous lui attribuerons une inertie très grande, donc une masse très grande. Et donc, si vous voulez, la masse, c'est simplement une mesure du couplage qu'il y a entre des particules sans masse et le champ de Higgs qui remplit tout l'espace. Et le fait qu'on ait découvert le boson de Higgs en juillet 2012 est la preuve que cette idée est la bonne. Ce qui veut dire que notre compréhension de la masse en est complètement modifiée. Là, je m'éloigne du sujet. Je vais terminer par, avant de lancer le débat, s'il a lieu, par une sorte de question. Et on va essayer d'y répondre ensemble. La question, c'est de quelle quantité de matière devons-nous disposer pour produire 1 kWh? Je veux 1 kWh, de quelle quantité de matière je dois disposer pour réaliser cette production? Alors, pour donner une idée de ce qu'est 1 kWh, 1 kWh, c'est en gros l'énergie que vous assimilez au cours d'un bon repas. 1 kWh, c'est d'ailleurs l'énergie qu'il faut dépenser pour escalader le Mont Blanc depuis Chamonix.
À peu près, hein. Ça dépend du poids du sac, ça dépend de un certain nombre de paramètres, mais en gros, avec 1 kWh, vous pouvez grimper au Mont Blanc. 1 kWh, c'est aussi l'énergie cinétique d'un camion de 10 tonnes qui roule à 100 km/h. Voilà quelques façons d'illustrer cette chose. Ça veut dire que chaque jour, vous avalez l'équivalent de l'énergie cinétique d'un camion de 10 tonnes qui roule à 100 à l'heure. Il faut que vous méditiez ça quand vous voyez passer un poids lourd sur l'autoroute. En gros, vous avalez, non pas le poids lourd évidemment, mais l'énergie cinétique qui lui correspond. Et donc la question, c'est de quelle quantité de matière vous avez besoin pour produire ce kilowattheure. Et en fait, il n'y a pas une seule réponse. Comme vous savez, dans la nature, on a identifié 4 interactions fondamentales. Et la réponse à la question que j'ai posée dépend de l'interaction que vous allez utiliser. Bon, mon propos est un propos de physique, pas un propos politique. Et quoi que disent les politiques, ça ne change rien à ce que je vais vous dire. Ils ne pourront pas violer cette loi-là. Par exemple, si vous décidez d'extraire votre kilowattheure en utilisant l'énergie gravitationnelle, ou par exemple, par le biais d'un barrage, donc d'une usine hydroélectrique, qui va faire tomber de l'eau, vous allez récupérer l'énergie cinétique de l'eau pour faire tourner des turbines et produire 1 kWh d'électricité, par exemple. Eh bien, compte tenu de l'intensité de la force gravitationnelle, il vous faudra disposer de 10 tonnes de matière. 10 tonnes d'eau, par exemple, 1 kWh dans une usine hydroélectrique. J'ai pris un rendement de 85%. Pour avoir ce kilowattheure, il faut faire chuter 10 tonnes d'eau d'une hauteur de 40 mètres. Avec 10 tonnes d'eau, 40 mètres de chute, vous avez 1 kilowattheure. Bon. Maintenant, si vous prenez une éolienne, c'est là encore une énergie mécanique, c'est un peu le même ordre de grandeur. Pour 1 kWh, il faut récupérer toute l'énergie cinétique de 20 000 m3 d'air. 20 000 m3 d'air, ça pèse 27 tonnes, en supposant que cet air circule à 60 km/h. D'accord ? Donc, éolien hydroélectrique, c'est quelques dizaines de tonnes de matière pour en extraire 1 kWh. Maintenant, vous pouvez prendre une autre interaction fondamentale, qui est l'interaction électromagnétique. Et bien là, la réponse change complètement. C'est plus 1 tonne ou 10 tonnes, c'est 1 kg. Avec 1 kg de matière, vous pouvez extraire 1 kWh. Par exemple, dans le calcul que j'ai fait tout à l'heure pour calculer le nombre d'esclaves énergétiques correspondant à l'usage d'une voiture sur 50 km par jour, j'avais utilisé le fait que 100 grammes de pétrole sont capables de libérer 1 kWh d'énergie. Maintenant, je voulais dire, un bon repas, c'est à peu près 1 kg d'aliments, ça fournit 1 kWh que vous dissipez toute la journée dans votre organisme. Et avec 1 kWh, vous pouvez faire fondre 10 kg de glace ou faire bouillir 1,5 kg d'eau. Donc ça vous montre que le kilowattheure, si vous l'utilisez par le biais de la force électromagnétique, correspond à peu près à 1 kg de matière. Ça va entre 0,1 et 10 kg, disons, mais l'ordre de grandeur est bien là. Maintenant, si vous prenez l'interaction nucléaire, en fait, il y en a deux. Vous savez, il y a deux interactions nucléaires. Il y en a une qu'on appelle la forte, parce qu'elle est forte, et puis l'autre qu'on appelle la faible, parce qu'elle est faible. Bon. Alors, vous pouvez le faire de plusieurs façons. Il y a d'abord la fission. J'en ai déjà parlé. Donc, un noyau d'uranium percuté par un neutron, ça donne deux noyaux plus légers, émission de neutrons qui peuvent taper à leur tour d'autres atomes d'uranium. Et quand vous faites le calcul, eh bien, vous trouvez que pour faire 1 kWh de chaleur, il vous faut 10 mg d'uranium naturel. Le 235 étant présent au taux de 0,7% dans l'uranium naturel. Si maintenant vous utilisez des neutrons rapides pour faire des surgénérateurs ou des choses comme ça, eh bien, vous pouvez multiplier ce facteur, plutôt diviser cette quantité par un facteur 100, parce que vous allez récupérer l'énergie de fission du plutonium et d'autres actinides éventuels. Et donc, vous pouvez descendre largement en dessous du milligramme comme étant la quantité de matière qu'il vous faut pour produire 1 kWh. Bon. Maintenant, vous pouvez prendre la fusion.
la fusion dont j'ai déjà parlé. Donc un noyau de deutérium, isotope de l'hydrogène, un noyau de tritium, un autre isotope de l'hydrogène, ils fusionnent, ça fait l'hélium 5 qui est instable, libération d'un hélium 4 et d'un neutron qui emporte 14 MeV, qui est une énergie importante pour une particule. Et le calcul montre que pour produire les 80 gigajoules qu'un Européen moyen consomme chaque année, il suffirait d'1,1 g de lithium et de 320 g de deutérium, parce qu'en fait, 1 microgramme de combustible fournit le kilowattheure en question. Le problème de la fusion, c'est qu'elle est très séduisante, mais pour l'instant, elle ne marche pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait de réacteur capable de produire beaucoup d'électricité. Mais comme vous le savez, il y a un projet qui s'appelle ITER, dont il y a ici une maquette avec une physicienne ici de taille normale. Ça vous donne la taille du projet. Et contrairement à ce qu'on dit souvent, il ne s'agit nullement de copier le Soleil. On dit souvent l'énergie de fusion, c'est l'énergie du Soleil. Vous avez déjà entendu ça? Alors faisons un petit calcul. Prenez le Soleil et prenez 1 mètre cube de Soleil à l'endroit où le Soleil est le plus chaud. Quelle est la puissance dégagée par ce mètre cube de Soleil? Il suffit de lire, hein. 800 watts. 800 watts. Bon, maintenant, vous prenez Lance Armstrong dans l'Alpe d'Huez. Il fait 22 minutes à 450 watts. Il fait moins d'un mètre cube. Hein. Je ne sais pas, il fait 1/10 de mètre cube, j'imagine. Je n'ai pas mesuré. Mais le volume d'un coureur cycliste, c'est, je pense, 1/10 de mètre cube. Donc 450 watts pour 1/10 de mètre cube, ça fait 4,5 kW par mètre cube. Donc un coureur cycliste, même non dopé, produit beaucoup plus de puissance au mètre cube que le Soleil. D'accord ? Donc le Soleil, c'est vraiment un réacteur nucléaire pourri, comme on dit. C'est le plus mauvais réacteur nucléaire du monde. D'accord ? Donc c'est évidemment pas lui qu'il faut copier. Vous imaginez que le volume du plasma dans ITER, c'est 1000 mètres cubes. Si on copiait le Soleil, 1000 mètres cubes fois 800 watts, vous voyez ce que ça fait ? Et on a 10 milliards d'euros pour produire quelques kilowatts. Il faut être sérieux. Donc il ne faut surtout pas faire comme le Soleil. La raison est simple. C'est que dans le Soleil, il y a de l'hydrogène. Le combustible initial, c'est de l'hydrogène, des protons. Les protons ont une charge positive, comme vous savez. C'est impossible de les faire fusionner. Il n'y a pas de fusion, il n'y a pas de noyau constitué de 2 protons. Donc la fusion de l'hydrogène simple, elle est impossible. En tout cas, elle est impossible en laboratoire. On ne la fera jamais. Donc qu'est-ce qui se passe dans le Soleil? C'est que des protons entrent en collision et en général, il ne se passe rien. Sauf que de temps en temps, un des protons devient un neutron. C'est l'inverse de la radioactivité bêta de tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était un neutron devient un proton avec un électron, un antineutrino. Là, c'est un proton qui devient un neutron, plus un positron, plus un neutrino. Le neutron n'a pas de charge électrique, donc la répulsion coulombienne ne se produit plus, et se fabrique un noyau de deutérium avec émission d'un positron et d'un neutrino. Et ça, c'est un processus qui est régi par l'interaction nucléaire faible. Faible. Comme elle est faible, ça se produit rarement. C'est ce qui fait que le Soleil met des milliards d'années à brûler son hydrogène. Si la fusion proton-proton était possible, la durée de vie du Soleil, ce serait 1 million d'années, on ne serait même pas là pour en parler. Donc c'est grâce au fait que cette réaction très difficile est très rare, qu'il y a un goulot d'étranglement dans les mécanismes nucléaires du Soleil qui lui permet de brûler son combustible très lentement et d'avoir une durée de vie qui est de 10 milliards d'années. Donc nous, on ne doit surtout pas faire ça. Je dis ça pour les gens de la com. Hein. Souvent, sur les brochures d'ITER, il y a le Soleil, là, c'est vraiment agaçant. Donc dans ITER, on ne prend surtout pas de l'hydrogène simple. On prend du deutérium, du tritium, on les fait fusionner, et là, c'est l'interaction nucléaire forte qui joue. C'est l'interaction qui lie entre eux les protons et les neutrons dans le noyau.
Et elle est beaucoup plus intense. Et c'est grâce à ça qu'avec le plasma d'ITER qui fait 1000 m3, on espère faire 500 mégawatts de puissance. C'est-à-dire beaucoup mieux que le Soleil. Bon, je ferme la parenthèse. Là, je rappelle un peu de façon synthétique ce que je viens d'expliquer. Ça vous donne la densité d'énergie, c'est-à-dire le nombre de watts-heure par kilo de matière entre la biomasse, le charbon, le pétrole, le gaz, l'uranium. Et avec l'uranium, vous faites gagner un facteur 100 000. Ce n'est pas du tout pour faire de la publicité pour le nucléaire, c'est juste pour expliquer pourquoi les gens, quand ils ont découvert la fission, se sont dit, tiens, c'est une source d'énergie intéressante. Bon. Et enfin, puisque j'ai commencé avec les Rolling Stones, il faut que je termine avec eux. Il y a une chanson des Rolling Stones qui s'appelle Painted Black, que vous connaissez. Et un des grands sujets de la physique, et là je quitte les problématiques terrestres pour regarder l'univers, c'est ce qu'on appelle l'énergie noire. C'est qu'en fait, on a découvert il y a 10 ans, ça a été récompensé par un prix Nobel récemment, donné à 3 physiciens américains, que l'expansion de l'univers, qu'on connaît depuis les années 30, s'accélère. S'accélère. Et on ne sait pas ce qui est à l'origine de cette accélération. Mais on pense qu'il y a quelque chose dans l'univers, de nature inconnue, qui est responsable du fait que les galaxies s'éloignent les unes des autres beaucoup plus rapidement que ce qu'on avait imaginé. On pense même que cette énergie noire, elle constitue presque 70% du contenu total de l'univers, le reste étant de la matière noire, comme on dit, et puis de la matière ordinaire. Et cette énergie noire, elle fait que l'expansion, là, vous voyez, elle tend à s'accélérer. Et qu'en fait, après le Big Bang, il y a eu une phase, évidemment, d'accélération. Il y a eu une décélération qu'on peut calculer dans les modèles et qu'on a commencé d'observer, d'ailleurs, en regardant la lumière émise par des quasars. C'est un résultat tout récent. Et puis, cette accélération qui a l'air de s'annoncer comme étant indéfinie, dont la nature est absolument inconnue. Et il est donc vraiment prématuré de prétendre que cette énergie noire, si on arrivait à l'identifier un jour, pourrait être une source d'énergie intéressante pour l'humanité. Et donc je pense que le débat sur la transition énergétique doit être tranché à partir de ce que nous savons. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Alors, merci Étienne pour cet exposé. J'espère qu'il te reste un petit peu d'énergie pour répondre aux questions. Voilà. Je vois qu'il y en a déjà une, alors je vais tout de suite passer le micro. Oui, bonsoir, merci. Vous avez dit tout à l'heure deux choses. Vous avez dit d'une part que les particules pouvaient être massées qui allaient moins vite que la vitesse de la lumière, ou qu'elles pouvaient n'avoir pas de masse et aller à la vitesse de la lumière. Puis vous avez dit que les particules n'avaient pas de masse. Et j'en déduis donc qu'elles vont toutes à la vitesse de la lumière. Et ça m'a donc fait penser que si les particules qu'on observe effectivement vont moins vite que la vitesse de la lumière du fait de l'interaction avec le champ de Higgs, est-ce que c'est un mécanisme similaire qui fait que la lumière dans le verre va moins vite que la vitesse de la lumière par interaction avec le milieu? Pas du tout. En fait, quand je dis que les particules n'ont pas de masse, c'est ce qu'indiquent les équations de modèle standard, la masse dont il est question là, c'est la masse propre. Ça veut dire que la masse n'est pas une propriété qu'elles possèdent en elles-mêmes, mais qu'elles héritent du fait de leur couplage à ce champ. Le photon n'est pas couplé au champ de Higgs, donc il n'a pas de masse. Les particules massives sont couplées au champ. Voilà. Non, mais dans le cas du verre, c'est une interaction avec la matière, ce n'est pas une interaction avec le champ. Non, c'est l'interaction avec la matière du verre, ce n'est pas une interaction avec le champ qui... Finalement, le champ de Higgs qui a été détecté par le biais de ces quantas, les bosons de Higgs, c'est la première fois qu'on a une information vraiment directe sur ce qu'est le vide quantique. Le vide quantique, ce n'est pas l'espace vide. Le vide quantique, c'est ce qui reste quand on a tout enlevé, sauf le vide. Non, mais le vide, c'est une notion compliquée, parce qu'on définit toujours le vide comme étant ce qui reste quand on a tout enlevé, mais si on enlève tout, ce qui reste, c'est le néant, ce n'est pas le vide. Donc le vide, ce n'est pas le néant. Donc vous enlevez les particules, vous enlevez le rayonnement, et ce qui reste en physique quantique, ce n'est pas l'espace vide, c'est ce qu'on appelle les champs quantiques, les fonctions d'onde, si vous préférez, dans leur état fondamental. Donc c'est l'état de plus basse énergie. Et un champ quantique dans l'état fondamental, ça correspond à une particule qui existe potentiellement à condition qu'on lui donne l'énergie qui lui permet de se matérialiser.
Donc dans le vide quantique, il y a des particules dont l'énergie E est plus faible que le mc2 qui leur correspond. Donc elles existent virtuellement. Et quand on fait une collision de particules, on va déposer dans le vide quantique de l'énergie qui va être avalée par les particules endormies du vide, qui du coup vont devenir réelles. Elles vont même avaler un peu d'énergie cinétique, elles vont sortir du vide. Et c'est ce qu'on voit dans les collisions que j'ai montrées tout à l'heure. On voit des particules qui étaient inertes, fatiguées, ramollies, sortir du vide. Parce que les contribuables nous ont permis de... Enfin, ça va durer un certain temps, mais jusqu'à maintenant, les contribuables ont permis qu'on donne... Alors, il ne faut pas le dire, parce que si on dit aux hommes politiques, c'est le seul passage politique de mon intervention, si on dit aux hommes politiques une machine comme le LHC qui a coûté 3 milliards d'euros sert simplement à chauffer du vide, c'est sûr que les crédits vont se faire plus rares. D'autres questions? Bonsoir. Vous dites que le temps est un paramètre. Qu'est-ce que vous faites comme différence entre le temps comme paramètre et le temps comme grandeur physique? Est-ce que c'est pareil? Moi, je ne connais pas la nature du temps. Je suis comme Galilée, moi je ne m'intéresse pas sur la nature du temps. Je pose simplement la question de savoir comment il faut le représenter mathématiquement pour l'insérer dans des lois qui décrivent les phénomènes physiques. La nature du temps, c'est la grande question que se posent les gens qui essaient d'unifier les interactions. Parce que ce que je n'ai pas dit, mais ce n'est pas le sujet, c'est que la physique quantique qui décrit 3 des 4 forces n'est pas compatible avec la relativité générale qui décrit la gravitation. Et donc les gens qui essaient d'unifier ces 4 forces se posent une question assez simple qui avait déjà été posée lors d'un débat entre Newton et Leibniz, c'est-à-dire est-ce que l'espace-temps est substantiel, c'est-à-dire c'est une chose qui existe en elle-même, et les objets physiques viennent prendre place dans cet espace-temps qui est une sorte d'arène qui préexiste aux choses, ou bien est-ce que l'espace-temps est relationnel? Il y a des choses, et nous disons leur relation de succession et de contiguïté en termes d'espace et de temps. Ce que pensait Leibniz contre Newton. Et donc la question qui est posée aujourd'hui, c'est est-ce que l'espace-temps existe indépendamment des choses, ou bien est-ce que c'est notre façon à nous de dire les relations entre les choses? Bon, il y a différentes pistes théoriques, il y a des gens qui font des cordes, il y a des gens qui font de la gravité quantique à boucle, ils ne sont pas d'accord là-dessus, et aujourd'hui personne ne sait quelle est la bonne piste. Juste une dernière question. Comment vous faites pour dilater le temps? Ah, moi, je ne sais pas faire ça. Hein. Ah, je ne sais pas. Enfin, non, mais vous connaissez la relativité. En relativité, on peut désynchroniser le temps d'un observateur par rapport au temps d'un autre observateur. Mais on ne peut pas jouer sur son temps propre. Par exemple, si moi je vous envoie dans une fusée, donc plutôt c'est moi qui vais partir. Je monte dans une fusée, vous restez là, je vais faire un tour dans une fusée qui part à 150 000 km par seconde. Je fais un voyage de 3 minutes, je reviens. Vous êtes tous morts. Vous êtes tous morts depuis très longtemps. Ce qui ne veut pas dire que j'ai vécu plus longtemps que vous. Ça veut dire que votre temps propre s'est désynchronisé du mien du fait que j'ai voyagé dans l'espace. Vous allez vivre 120 ans. Moi, à ma montre, j'aurais vécu 2 minutes. N'empêche que j'atterrirai dans votre futur bien après votre propre disparition. Les voyages forment la jeunesse. À condition de partir comme il faut. Bonsoir. Je suis là-haut à votre droite. Voilà. J'aurais une question sur ITER. J'ai compris qu'à terme, vous dites qu'elle elle devrait faire beaucoup mieux que le Soleil. J'aimerais savoir votre avis sur à quelle échéance est-ce que ITER pourrait être, et la fusion en général, pourrait être une solution au problème énergétique de la planète. Et donc, corollaire, est-ce que ça peut être une réponse aux problèmes qui se posent actuellement et au débat qui va avoir lieu demain ou dans les 50 prochaines années, dans les 50 prochaines années? Merci. Le calendrier de la fusion, il est très très long. ITER, c'est un premier plasma à la fin de la décennie qui commence. Ensuite, il y a 10 années d'expérimentation. C'est un réacteur expérimental qui va produire de la chaleur, de l'énergie, mais pas d'électricité, il n'est pas couplé au réseau. Ensuite, il faut concevoir un réacteur de démonstration. Ça va être aussi assez long. Et après, éventuellement, une industrialisation
mais qui ne sera pas avant... après, on peut toujours faire des pronostics, mais pas avant 2060-2070. Donc en effet, la fusion me semble en dehors de l'épure que s'est donné le gouvernement pour le débat sur la transition. Oui, j'ai une question. Merci d'abord pour votre exposé qui est très brillant. Je suis au fond à votre gauche, tout en haut. J'ai une question un peu basique. Finalement, on dit ou on entend que l'énergie ou l'inertie dépendent de la vitesse du corps. Et la vitesse, elle est donnée par rapport à un référentiel. C'est vitesse par rapport à quelque chose. Donc, est-ce qu'on peut dire que l'énergie dépend du référentiel ? Ben évidemment, l'énergie cinétique, par exemple, elle dépend du référentiel. Oui, mais comment retrouve-t-on ça dans les équations qu'on a vues ? Ben ça, c'est les équations de la relativité. Hein. Les équations de la relativité, elles vous disent que les lois physiques ne changent pas avec le mouvement, à condition que le référentiel en question soit inertiel. Donc les lois physiques sont les mêmes dans tous les référentiels. Les lois physiques, mais l'énergie cinétique, par exemple, elle dépend du référentiel que vous avez choisi pour mesurer la vitesse. Donc le E égale MC2 plus le terme qui... Le E égale MC2, c'est pour une particule qui est immobile dans le référentiel où vous êtes. D'accord. Si elle est à une certaine vitesse, vous devez prendre la formule générale que j'ai présentée à la fin. D'accord. L'énergie totale, c'est P2C2. D'accord, merci. En fait, MC2, c'est l'énergie au repos de la particule. C'est-à-dire, c'est l'énergie qu'elle a, même si elle n'a pas de vitesse. Bonsoir. Bonsoir. Comment se fait-il que le fait qu'on ait découvert que 70%, même plus, et avec l'énergie noire, la matière sombre, etc., n'ait eu aucune influence sur les lois de la physique, d'une part, et puis d'autre part, parce que je crois que Claude Cohen-Tanouji avait parlé de variation des constantes avec le temps. Non, c'est Gilles. Gilles, pardon, Gilles. Ah non, si tu commences à comprendre les frères Cohen-Tanouji, on ne s'en sort plus. Non, mais en fait, la question que tu poses, c'est une question vraiment générale, qui ressemble d'ailleurs à ce que j'ai évoqué tout à l'heure à propos de la radioactivité bêta, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait quand il y a une contradiction entre les calculs et l'observation? C'est le problème général qu'on retrouve dans toute l'histoire de la physique depuis Galilée. Et le réflexe général, c'est de dire les faits sont premiers, et donc s'il y a un désaccord entre les faits et les lois, c'est que les lois sont fausses. Bon, par exemple, quand on fait tomber des corps, lourds ou moins lourds, on voit bien que les corps lourds tombent plus vite que les corps légers. Aristote l'avait remarqué, d'autres avant lui l'avaient remarqué. On a enseigné cette loi de la chute des corps pendant des siècles, sans que personne trouve à y redire, puisque cette loi était en conformité avec les observations. Et puis un jour, un type est arrivé et a dit, certes, la loi est en conformité avec les observations, mais la question qui m'intéresse, c'est de savoir si elle est vraie. Et ce monsieur, c'est Galilée. Et Galilée, il a montré que la loi d'Aristote contenait une contradiction interne. C'est-à-dire que s'il est vrai qu'un corps lourd tombe plus vite qu'un corps léger, si je prends deux corps, par exemple un verre plein qui est massif et un verre vide qui est moins massif, d'après Aristote, celui-ci va tomber, je ne vais pas le faire, hein, rassurez-vous, celui-ci va tomber plus vite que celui-là. Et si vous faisiez l'expérience, vous verriez que c'est bien ça qui va se passer. Maintenant, si je mets une ficelle entre les deux, je fais un système qui est plus lourd que le verre plein. Je laisse tomber l'ensemble, et d'après Aristote, puisque c'est plus lourd, ça va tomber plus vite que le verre tout seul. Mais en même temps, pendant la chute, le verre plus léger va tomber moins vite, la corde va se tendre et il va faire parachute. Donc le système formé par les deux va tomber moins vite. Donc j'arrive à deux conclusions contradictoires. Ça, c'est ce que découvre Galilée. Il n'est pas monté au sommet de la tour de Pise. Ça, c'est de la blague. Il a fait une expérience de pensée qui a montré que dans la loi d'Aristote, il y a une contradiction interne. Comment la résoudre? En disant que tous les corps tombent à la même vitesse. C'est l'observation qu'il faut réinterpréter. Et quand vous faites tomber des corps, il y a la gravité qui les fait tous tomber à la même vitesse. Et puis il y a une force supplémentaire, la résistance de l'air, qui n'agit pas de la même façon sur les corps lourds et les corps légers. Et c'est elle qui fait la différence de vitesse. C'est exactement comme pour le Higgs. Galilée explique la différence de vitesse par l'interaction avec l'environnement qui est l'air. Higgs explique la différence de masse des particules par l'interaction différente qu'elles ont avec leur environnement,
qui en l'occurrence n'est pas l'air, mais le vide quantique. Vous voyez que le chemin intellectuel entre Galilée et Higgs, c'est vraiment l'épaisseur d'un papier à cigarette. Et donc, pour revenir à ton truc, quand il y a un désaccord, il y a, on a vu le cas d'ailleurs avec les neutrinos qui allaient plus vite que la lumière pendant 6 mois, là, au CERN. Quand il y a un désaccord, il y a trois pistes qu'il faut considérer avec le même sérieux. Première piste, il y a une erreur de mesure ou d'interprétation de la mesure. Deuxième piste, la loi est fausse. Donc c'est ce que Bohr propose quand il voit que l'énergie de l'électron peut varier alors qu'il pensait qu'elle serait fixe. Il propose de changer la loi. C'est donc la solution législative. Troisième solution, on imagine qu'il y a dans l'univers des choses qu'on n'a jamais vues qui, si elles existent, rétablissent l'accord. Exemple, le neutrino. Exemple, la matière noire. Exemple, l'énergie noire. Donc l'énergie noire, c'est la chose dont on pense qu'elle existe pour expliquer le désaccord qu'il y a entre ce que prévoyaient les modèles de Big Bang initiaux et les observations de 1998 ou 19. Mais il y a aussi des gens qui disent peut-être que matière noire et énergie noire, ça fait un total de 96% du contenu de l'univers, ça commence à faire beaucoup. C'est un peu comme les épicycles de Ptolémée. Peut-être que ce sont les équations d'Einstein pour la gravitation qu'il faut revoir. Et on pourrait peut-être inventer de nouvelles lois qui rendent compte des observations sans avoir à invoquer l'existence de matière ou d'énergie noire. Donc les deux pistes sont explorées et personne aujourd'hui ne sait qui a raison. Maintenant, les variations des constantes, bon, c'est un grand dossier, ça, Gilles a écrit des livres là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que si on regarde sur des épaisseurs de temps de quelques dizaines, enfin de 10 milliards d'années, disons, on ne voit pas de variation des constantes. La lumière qui nous vient des galaxies, le spectre de cette lumière, c'est le même que celui qu'émettent les atomes de la Terre, corrigé par le décalage Doppler. Donc, ça veut dire que la physique qu'il y a dans les étoiles très lointaines est la même que celle qu'on trouve autour de nous. Oui, moi je voudrais juste parler du débat énergétique. Est-ce que vous voyez une autre solution aujourd'hui que de réduire notre consommation d'énergie fossile de façon drastique? Non. Mais je pense qu'elles vont se réduire toutes seules. Forcément. Je ne vais pas trop donner mes idées là-dessus, mais lisez l'article de Nature d'aujourd'hui. La consommation d'énergie fossile explose dans le monde. On n'a jamais brûlé autant de charbon, de pétrole, de gaz. Le gaz de schiste est exploité dans pas mal de pays. Il y en a pour 60 ans, 70 ans, 100 ans. Et donc je crains que nous envoyions dans l'atmosphère tous les atomes de carbone de la croûte terrestre. Alors une fois qu'ils y seront, on ne pourra plus les y mettre. Ce sera trop tard. Mais c'est là que ça va. Je ne vois pas comment les gens autour de cette terre pourraient collectivement décider de réduire leur consommation d'énergie volontairement. Parce que nous développons toutes sortes de mécanismes intellectuels pour ne pas croire ce que nous savons. Et si on croyait ce que nous savons, évidemment qu'on réduirait la consommation d'énergie fossile. Il n'y a aucun endroit où ça se passe. Donc nous allons brûler toutes les énergies fossiles, le climat va se dérégler en conséquence, et on s'adaptera comme on pourra. Vous êtes venus en voiture. Voilà, 20 esclaves énergétiques. Est-ce qu'il y a une relation de précédence entre la matière et l'énergie? Je vais dire dans l'histoire de l'univers. Disons, je ne sais pas comment répondre, mais d'après le scénario standard, hein, dans l'univers tout à fait primordial, il n'y a pas de champ de Higgs. Donc les particules n'ont pas de masse. Alors ce ne sont pas des vraies particules de matière dès lors qu'elles n'ont pas de masse. Et puis se produit ce qu'on appelle une transition de phase, à l'issue de laquelle s'installe ce champ de Higgs, avec lequel les particules sans masse se couplent et acquièrent de la masse. Donc on pourrait dire dans ce scénario que l'énergie a précédé la masse, enfin la matière, si vous préférez.
Bonsoir. Je voudrais revenir sur l'énergie fossile. Si elle est fossile, en fait, tout le monde sait qu'elle est sous terre. Mais avant, elle n'était pas sous terre. Donc on la remet où elle était avant. Ouais, mais avant, on n'était pas là. Oui, mais on a quand même fini par exister. Non, mais si vous êtes un nostalgique du passé très très ancien, vous allez être servi. Non, si faire bien, c'est faire comme avant. D'ailleurs, à l'époque, c'est pas nous qui le faisions, vous êtes d'accord? Non, je n'ai pas montré les courbes parce que je pense que vous les connaissez tous. Les courbes qui montrent l'augmentation au cours du temps depuis l'ère industrielle des gaz à effet de serre, c'est spectaculaire. Alors attends encore quelques questions. Il y a toujours eu des émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et il y avait un flux en retour, il y avait un équilibre. Évidemment, la part anthropique dans ces émissions est négligeable par rapport à la part naturelle. Et donc vous avez beaucoup de climato-sceptiques qui vous disent « Ah, mais ce que fait l'homme, c'est négligeable par rapport à ce que faisait la nature avant. » Sauf que le flux émis par l'humanité n'est pas compensé. Alors que le flux naturel, il est dans les deux sens, il y a équilibre. Là, il n'y a pas d'équilibre. C'est ça le truc qu'il faut comprendre. Regarde, imaginez que vous, je ne sais pas quoi prendre pour donner une analogie, mais vous savez, quand vous arrivez à l'aéroport, je ne sais pas, aux États-Unis, vous faites la queue pour montrer votre passeport. Et en général, le nombre de gens qui vérifient votre passeport est corrélé au nombre d'avions qui arrivent. Donc, quand vous arrivez, vous faites la queue, mais c'est à peu près la même queue pour tout le monde, et sa longueur n'augmente pas vraiment. Mais si à cause d'un vol détourné, par exemple, il y a un flux de passagers qui arrive, qui est un peu plus grand que le flux habituel, les queues derrière les différents postes vont s'allonger. C'est ça le mécanisme, c'est une rupture de l'équilibre qui fait que la part anthropique, même si en proportion elle est négligeable par rapport à la part naturelle, a un effet qui est consistant. Bonsoir. Donc, je suis en face de vous au fond. Ouais, ça ne veut rien dire, ça, monsieur. Oui, à côté du projecteur. Ah, donc je vois rien, ça va. Après avoir vu le reportage sur la matière noire et l'énergie noire, réalisé par Cécile Dangean, je me suis posé la question de savoir pourquoi ce ne serait pas plutôt une masse qui nous attire plutôt qu'une énergie qui nous repousse de plus en plus fort. Est-ce que ce ne serait pas une masse qui nous attirait, un objet très dense, et qui fait que notre vitesse accélère, plutôt qu'une énergie qui nous repousse pour nous accélérer? Mais là, vous parlez de la matière noire ou de l'énergie? L'énergie noire. Ah. En fait, comme vous savez, il y a beaucoup de débats là-dessus. Mais il y a des gens qui disent qu'en fait, la solution, on l'a déjà, c'est ce qu'on appelle la constante cosmologique, qu'Einstein avait introduite en 1917. Et la constante cosmologique, c'est une sorte de répulsion de l'espace par rapport à lui-même. C'est l'espace qui se repousse lui-même. Donc ça se traduit par une forme d'antigravité, en effet. La gravité attire les objets massifs, et la constante cosmologique, si elle a le bon signe, crée une répulsion de l'espace qui peut, si sa valeur est élevée, complètement dépasser l'effet contractant de la gravitation. Et donc l'expansion indéfinie viendrait du fait que la répulsion de l'espace par rapport à lui-même serait plus intense, entre guillemets, que l'attraction gravitationnelle. Et donc il y a des gens qui disent mais la constante cosmologique, si on trouve son signe et sa valeur et qu'on l'ajuste ce qu'il faut pour être d'accord avec les observations, c'est l'énergie noire. D'autres disent que c'est pas ça, c'est un champ scalaire, c'est le vide quantique, c'est tout ce qu'on veut, la quintessence, etc. Disons que c'est des questions qui sont très difficiles à traiter pour la raison que les concepts de la relativité générale, théorie de la gravitation, qu'on utilise pour inférer l'existence de l'énergie noire, ne sont pas compatibles avec ceux de la physique quantique par lesquels on décrit le vide quantique. Donc quand vous entendez dire par exemple l'énergie noire c'est le vide quantique qui gravite, sachant que le vide quantique en relativité générale n'a pas de sens et réciproquement, il y a là des abus de langage qui vont nécessiter, à mon avis, le même genre de travail que celui qui a été fait au XIXe siècle autour des notions de force, d'énergie vive, etc. C'est-à-dire un nettoyage conceptuel. Et quand on l'aura fait, alors je pense qu'on sera mieux disposé pour répondre à votre question.
Moi aussi, je peux faire du politiquement correct. Alors, encore une question là-haut. Oui, bonjour. Merci beaucoup tout d'abord, c'est vraiment très intéressant. Moi, je me posais la question du passage. Tout à l'heure, vous avez évoqué le néant, et puis ensuite, vous parlez de quelque chose, le vide quantique ou autre chose. Ça a du sens de se questionner sur le passage du néant au vide quantique, ou c'est du domaine plus philosophique Voilà, ça, c'est une bonne question. Beaucoup de gens nous parlent de l'origine de l'univers. Alors, si on accorde un sens au mot, l'origine de l'univers, si on prend ce mot dans un sens vraiment radical, c'est le passage de l'absence de toute chose à l'existence d'une première chose. Parce que si vous me dites qu'avant, il y avait quelque chose, soit ce quelque chose a toujours été là, ce qui veut dire que l'univers n'a pas eu d'origine, soit cette chose n'a pas toujours été là, ce qui veut dire qu'elle a une origine. Il faut me dire laquelle. D'accord ? Donc, la question de l'origine de l'univers suppose qu'on imagine que l'univers a été précédé par du néant, et non pas par quelque chose. Alors ensuite, est-ce qu'on est capable, comme vous le demandez, de raconter la transition entre le néant et l'être? C'est ça le truc. Comment est-ce que le néant peut devenir quelque chose? Alors vous pouvez toujours essayer, et vous verrez que vous n'y arriverez jamais. C'est-à-dire qu'en voulant expliquer cette transition, vous allez accorder au néant des propriétés, par exemple celle d'être capable de cesser d'être un néant, ce qui est déjà pas mal. Et donc vous allez faire du néant une chose, entre guillemets, qu'il ne peut pas être. Et là, vous tombez en effet sur des problèmes philosophiques, sur ce qu'on appelle des apories. Et d'ailleurs, vous aurez beaucoup de mal à imaginer ce que c'est que le néant. Bergson disait que le néant est une idée destructrice d'elle-même. C'est-à-dire, dès que vous pensez le néant, il cesse d'être le néant, puisque vous allez en faire quelque chose que par définition, il ne peut pas être. D'accord ? Donc le néant, c'est un mot auquel il ne faut pas réfléchir sous peine de détruire la signification qu'il porte. Alors, il dit ça une très belle formule, il dit « penser le rien n'est jamais penser à rien ». Et donc, en effet, je pense que la question de savoir si l'univers a une origine est une question qu'on ne saura jamais résoudre, puisqu'on ne saura jamais identifier la transition entre le non-être et l'être. Quand on fait de la physique, on a toujours accès à de l'être, à des choses. Et donc, la question de l'origine est une question ouverte, c'est peut-être même un mystère, et dans la plupart des récits qu'on en fait, on imagine toujours qu'au départ, il y avait quelque chose, soit une entité primitive, soit un être transcendant, dont on n'interroge pas l'origine. Il y a des gens qui disent que l'origine de l'univers, c'est le vide quantique. Mais le vide quantique, c'est l'espace-temps, c'est des champs quantiques dans l'état fondamental, c'est tout un bazar. Et donc, d'où il vient? Voilà. Quelqu'un osera-t-il poser une dernière question? C'est jamais mauvais pour la santé mentale de faire joujou avec l'idée de néant, à condition de faire des pauses. Bon, écoutez, je crois qu'on va tous repartir chez nous plein de sujets de méditation. Donc je vous souhaite une excellente soirée.